à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai voulu faire quelque chose que j'ai pas encore fait sur la chaîne et d'ailleurs que je ne fais pas dans mes habitudes de lecture, faire une palle pour l'automne. Alors pourquoi je n'en fais pas? En principe c'est parce que je suis extrêmement indécise et du coup c'est un peu au feeling. Je suis mood reader donc ce qui fait que c'est plutôt compliqué pour moi d'anticiper ce que je vais lire sur une certaine durée. Je suis plutôt du genre à commencer une lecture et ensuite une fois que j'ai terminé, si j'ai envie de rester un petit peu dans le même délire, je vais me tourner vers quelque chose de semblable. Mais en principe justement je prends tout le contraire. Donc bon bref, on va commencer cette vidéo. Ça sera donc ma pile à lire de l'automne puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une fois qu'on arrive en septembre avec la rentrée tout ça, on est plus dans le délire automnal, hein, on n'est plus trop dans le délire été. Bon, même si je sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, mais c'est pas quelque chose qui m'arrête quand je vais lire une histoire. Moi je suis capable de lire un livre tout à fait dans le délire été en plein hiver. Et l'inverse. Donc bon, c'est pas un critère de choix, sauf que cette fois-ci il y a un autre élément qui rentre en compte, c'est que récemment je me suis dit, bon, là ça va plus, il y a un problème. Nous sommes en crise. Je vous avais dit que je voulais cette année dans mes résolutions finir les séries qui étaient en cours. Je vous avais fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne d'ailleurs des sagas en cours, sauf que il n'y avait pas toutes les sagas, sinon c'est vrai que c'est une vidéo qu'il faudrait faire en plusieurs parties. Et le fait est que je me suis dit, c'est quoi Kenya? Tu vas tout mettre à plat, tout mettre à l'écrit. Donc je me suis écrit ma palle qui ressemble plus ou moins à ceci en termes de saga en cours. C'est énorme, j'en suis totalement consciente. Et en plus il n'y a pas tout, il n'y a pas les séries qui ont des livres qui peuvent se lire indépendamment. Je pense par exemple aux Bridgerton. Pour moi, les Bridgerton, bon, on peut lire le livre qu'on veut, il y a un sens, mais c'est pas obligatoire et c'est pas un gros problème pour moi si je me dis, allez, je lis Bridgerton 3 et 4 dans 2 ans. Ça ne va pas me poser problème d'avoir oublié ce qui s'est passé dans les histoires d'Anthony et de Daphné. C'est ça. Alors que là, je me suis rendu compte récemment, puisque c'est en prenant conscience en fait de ce que ça donnait quand je lisais un tome 2 2 ans après avoir lu le 1, qu'il faut que j'arrête de faire ça. En fait, quand ça arrive avec des livres que j'ai particulièrement aimés, ça m'est arrivé là avec The Kiss of Deception et Serpent and Dove. J'ai voulu lire leur tome 2, une catastrophe. J'ai une très bonne mémoire pour les éléments clés, les trucs importants, mais tout ce qui est petits détails, par exemple l'apparence physique de tel ou tel personnage ou un personnage tertiaire, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est dans l'histoire, enfin... c'est des trucs que j'ai oubliés. Donc je n'ai pas envie de réitérer, sachant que j'ai un peu galéré. J'ai donc décidé de limiter le temps que je laissais entre la lecture de tel ou tel tome afin de me tenir à jour. Et donc vous allez voir que dans ma pile à lire pour cet automne, eh ben, la majorité sont des tomes 2 et justement... dans mon nouvel objectif, je vais limiter la lecture des tomes 1. Après, je sais que je suis incapable de ne lire que des suites sur tout un mois. Bien sûr, il y a les services presse qui rentrent en compte, donc ça compte pas vraiment quand je dis que je veux pas commencer de nouvelles séries puisque c'est encore un autre truc. Mais pour mes lectures personnelles, je vais vraiment limiter ça parce que en fait je me rends compte que là on est au mois de septembre et que j'ai lu une majorité de tome 1 sans avoir terminé ce que j'ai déjà commencé, enfin bref. Donc je vais vous présenter des lectures dont vous allez sûrement entendre parler incessamment sous peu. Il y en aura peut-être certaines que j'aurai déjà commencé d'ici là, donc let's go. Alors dans ma liste, il y a Gods of Men, dont je n'ai pas lu la suite, que j'ai adoré. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est dans le mood automne? Je ne suis pas sûre, en tout cas la couverture du 2 me fait assez penser à l'automne pour que je mette ça dans ma pile à lire. Et là vous avez le 3. Donc Gods of Men, pour vous expliquer, si jamais vous avez lu Dance of Thieves, qui est une duologie que j'adore d'ailleurs, eh bien c'est un peu le même mood. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, j'aime les comparer, même si j'ai un penchant pour Gods of Men, je peux vous montrer le 1. Alors à savoir que je ne le ferai pas avec tous parce qu'il y en a qui sont dans la bibliothèque qui est derrière le téléphone avec lequel je suis en train de filmer, donc pas possible. Je vais aussi pas vous faire des résumés aussi détaillés que d'habitude, je pense qu'on va aller à l'essentiel étant donné que la plupart sont des suites et je vais pas vous résumer les suites puisque moi-même je ne lis pas vraiment les résumés des suites pour
tout découvrir. En gros, Gods of Men, c'est un livre qui allie la musique et la magie. Alors en principe, c'est pas un truc qui me donne vraiment envie, mais j'ai adoré celui-ci. Notre univers se déroule dans les 5 provinces et la magie y est interdite. Bien sûr, ceux qui en sont doués sont pourchassés et tués. Nous suivons donc le personnage de Sable qui ignore que sa musique renferme en fait de la magie. Elle le découvre le jour où elle tue accidentellement sa petite sœur. Elle prend donc la fuite. Elle se réfugie dans les landes sauvages sous le poids de la culpabilité. Elle décide de devenir guérisseuse afin de contribuer quelque part à un objectif qui consiste à aider les autres. Sauf que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la poursuit sans répit. Alors c'est un livre que j'ai adoré, il n'y a pas que le personnage de Sable, on a 2 points de vue si je me souviens bien, on a aussi le point de vue de Yrrick, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est pour ça que quelque part je compare ça à Dance of Thieves par rapport à l'ambiance. On a même le même type de relation en termes de romance. On a des personnages qui ont une quête, qui ont un certain endroit où se rendre, et aussi le protagoniste masculin et la protagoniste féminine ont certaines façons de penser du peuple de l'un et de l'autre, et c'est vrai qu'il y a une espèce de confrontation, un choc des cultures, et j'ai trouvé qu'il y avait une évolution mutuelle que l'un apportait à l'autre. Voilà, je sais pas si ça a un sens ce que je viens d'expliquer. C'était un 5 sur 5 pour moi. Alors c'est vrai qu'il peut paraître complexe au départ parce que il y a une espèce de langage qui a été inventé pour l'univers, sauf qu'à force de lire vous allez l'intégrer et ensuite ça deviendra plus fluide, et justement c'est le point qui me fait un peu peur dans la lecture de la suite. Je veux donc me diriger vers Gods of Men. Quand est-ce que je vais faire ça? Bah là, ça sera peut-être ma prochaine lecture. Et ensuite vers Gods of Men 3 ce mois-ci également si possible. Comme ça, ça me fera une série de terminés. C'est donc des Rivka si vous voulez voir à quoi ils ressemblent. Alors Rivka ne font que des reliés. Et en plus, vous avez toujours les pages de garde avec des illustrations, c'est magnifique. Là, vous avez Sable. Par contre, c'est tout simple, il est tout crème. Et là, vous avez Yrrick. Et pour ceux qui ont lu le 1, à mon humble avis, dans le 2, on change de contexte. Ça m'a l'air super prenant, justement. Le fait qu'on en découvre plus sur l'univers, un autre côté. Et vous avez donc le 3, qui est comme ceci, j'adore. Là, j'ai pas trop compris pourquoi la couverture était dans cette espèce de bleu-violet un peu chelou. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Et par contre, cette fois-ci, on a une illustration sur la jaquette. Donc voilà, Gods of Men chez Rivka, je recommande fortement. J'ai pas encore lu d'autres séries chez eux. J'étais plutôt intéressée par le Lys de Feu. Mais comme je vous l'ai dit, on va éviter de commencer de nouvelles choses pour l'instant. On va se contenter de finir ce qu'on a déjà commencé, mais bref. Ensuite, j'hésite en fait avec Gods of Men 2 et Legendborn pour ma lecture qui va suivre. Et là, c'est pour le tome 2 qui s'appelle Marqué au sang. Legendborn, un véritable coup de cœur pour le tome 1, j'ai adoré, j'ai vraiment envie de lire ce tome 2, qui est d'ailleurs un peu plus épais que le tome 1 qui était déjà une brique. Vous l'avez derrière moi, juste ici. Alors, Legendborn, pour ceux qui veulent avoir un petit résumé, en gros, c'est une réécriture des légendes arthuriennes, mais j'ai adoré le mélange qui a été fait avec l'histoire afro-américaine. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir, mais j'ai trouvé ça super intéressant, donc avec de la représentation. Ça aborde les questions de deuil et de racisme, et en plus, c'est très bien fait. Et pour vous faire un résumé, on suit le personnage de Brie Matthews, qui n'est autre que cette jeune femme, qui a 16 ans et qui a en fait été sélectionnée dans un programme d'une prestigieuse université, et donc elle va y rentrer. Sauf qu'arrivée sur le campus, un soir, elle découvre des étudiants en train de repousser une attaque maléfique, on va dire. J'ai pas les mots exactement en tête, mais voilà. Ce qui fait qu'elle découvre l'existence d'une société secrète millénaire. Et récemment, elle a perdu sa mère, elle est donc en plein deuil. Mais derrière ce décès, ça soulève certaines questions. Elle se demande donc s'il n'y aurait pas un lien avec cette société secrète.
et décide de l'intégrer afin d'enquêter de l'intérieur. C'était génial, on a toujours envie d'en découvrir plus puisqu'on suit Brie dans cette espèce d'enquête qui est faite au sein de la fameuse société. On rencontre divers personnages, alors il y en a qui m'ont agacée puisqu'il y a eu pour eux un choc des cultures étant donné que Brie est la première afro-américaine à rentrer dans cette fameuse société et ça dérange certains, mais pareil je vous laisse découvrir ça. Brie je l'ai totalement adorée et j'ai vraiment aimé le fait qu'on la suive même dans des petits détails style sa routine capillaire, du coup elle a les cheveux afro et en fait on a tellement intégré l'habitude d'avoir ce genre de scène mais avec des cheveux plutôt caucasiens que j'ai vraiment aimé avoir une scène qui diffère de ce dont on peut avoir l'habitude. C'est anodin ce que je dis mais c'est satisfaisant de suivre un personnage qui va avoir la même routine que soi. Et ça fait limite bizarre en fait. Donc c'est pour vous dire l'avancée que ça représente pour moi d'avoir ce genre d'histoire et pour d'autres j'imagine. Donc vous pouvez tout à fait vous identifier à ce livre si jamais. Et même en dehors de ça, on découvre toujours plein de choses. Et en fait à chaque fois je me disais oh, le truc de fou, vraiment le truc de fou. C'est du young adulte, d'ailleurs Gods of Men aussi c'était du young adulte, mais ces deux histoires sont des young adultes qui sont quand même plutôt matures. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé La Plume de Tracy Dawn, j'ai oublié de préciser que c'était publié chez J'ai lu. Et j'aime beaucoup le fait qu'on nous ait laissé la chance d'avoir les couvertures VO, puisqu'à la base ils avaient prévu autre chose. Si jamais je retrouve, je vous le mets sur l'écran. Et en fait, il y a eu beaucoup de plaintes. Je m'éparpille, mais bon bref, heureusement, ils ont écouté les retours. D'ailleurs, merci, puisque tout le monde ne l'aurait pas forcément fait. Et ils ont décidé au final de changer la couverture, ce qui fait que le 1 ressemble à ceci, si jamais vous ne l'avez jamais vu. Et voici le 2. C'est l'un de mes coups de cœur de 2022 pour le 1, donc je vous recommande fortement de le commencer si jamais ça vous intéresse. Là pour le coup je ne vais pas pouvoir vous montrer la tête du 1. J'aimerais lire et je pense que ça s'y prête totalement, donc si vous avez envie de commencer la série pour cet automne, n'hésitez pas. Lady Helen, voilà, je veux terminer la série Lady Helen. J'ai déjà lu le tome 1 mais toujours pas la suite. C'était quand ? C'était il y a quasiment 1 an maintenant que je l'ai lu, donc je pense que c'est le moment. Alors, le tome 2 ressemble à ceci. J'adore les couvertures de Lady Helen, enfin les livres en soi, je les trouve super beaux. Le détail du dos comme ça, c'est génial. Et le 3, c'est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est écrit par Alison Goodman. Alors pour vous faire une petite explication de Gods of Men, je trouve que c'est un mélange entre des romances historiques, type Bridgerton pour vous donner un exemple, sauf que c'est du young adulte, donc il n'y aura pas tout ce qui est scène de smut ou quoi, et de la fantasy, du fantastique. Parce que pourquoi du fantastique? Dans le sens où on est dans une Angleterre, ambiance régence. Lady Helen fait ses premiers pas en société, donc en gros elle cherche à faire un mariage correct, sauf qu'elle découvre l'existence de phénomènes surnaturels. Il y a une membre du personnel qui disparaît, il y a des meurtres sanglants qui sont commis, et elle fait vite la rencontre de Lord Carlston. J'ai du mal. C'est un personnage qui a une réputation assez sulfureuse et elle découvre qu'il fait partie du club des mauvais jours, qui est une police secrète qui cherche à défendre l'humanité des démons qui ont infiltré les différentes couches de la société. Et bien sûr, sinon c'est pas marrant, Lady Helen est dotée de certains dons et elle va devoir choisir entre rejoindre Lord Carlston pour lutter contre les démons ou alors garder sa vie de privilège. Voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Je trouve que pour ce qui est de la lecture du tome 1, c'est un petit peu fastidieux dans le sens où ça paraît assez long, on nous introduit vraiment l'univers, donc c'est plus un tome introductif. Pour ce qui est du côté romance, puisqu'on parle quand même de romance, de toute façon c'est présenté comme étant une romance à la Jane Austen, c'est plutôt secondaire, mais ça donne envie d'en découvrir plus dans la suite. Et une fois que tout est passé, qu'on a plus d'action, c'est très prenant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et étant donné que là récemment j'ai terminé le tome d'Anthony des Bridgerton, je vous en parlerai dans le bilan de lecture correspondant, j'ai envie d'être encore un petit peu plongée dans des romances ambiance régence et je me dis que c'est un bon compromis, c'est-à-dire continuer et pourquoi pas finir une série tout en ayant un mélange quand même avec de la fantaisie et en plus en restant à jour. Donc voilà, j'aimerais bien cet automne terminer Lady Helen. Ensuite, alors je précise, il y a des séries qui sont pas dans ma pile à lire, des séries qui sont en cours,
parce que je n'ai pas encore acheté les suites et étant donné que j'ai déjà beaucoup de suites là, comme je vous l'ai déjà montré, je les achèterai une fois que j'aurai baissé cette palle au moins de moitié je pense. Je vais être en mesure de présenter le tome 2 que j'ai envie de lire par exemple pour la continuer, mais il n'y aura pas la suite étant donné que je l'ai pas. On continue donc avec le jeu des couronnes et là c'est le tome 2 de Plumet d'Os. J'avais lu le tome 1 que je vous ai présenté dans un update lecture il me semble, qui est donc De miel et de cendre. Ce ne sont pas les mêmes couvertures tout simplement parce que celui-ci c'est un service presse et celui-ci c'est un achat que je me suis fait à moi-même de la version en relié qui ressemble à ceci. Donc en gros vous avez une jaquette, quand vous l'enlevez c'est la même couverture. En plus, ce que j'aime, c'est que c'est en texture peau de pêche. Mais je vous ai déjà dit que j'adorais cette texture-là. Et à l'intérieur, voilà à quoi ressemble normalement la couverture du 2 si j'avais la même version que celui-ci. Alors du coup, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous connaissez déjà l'histoire du jeu des couronnes, en tout cas du livre De miel et de cendre. Mais ce qui se passe, c'est qu'on suit le personnage de Calique, qui est mi-humaine, mi-faée et en plus l'enfant illégitime du roi de je ne sais plus quelle cour puisqu'il y a un système de cours. Je sais pas si c'est pas la cour d'été et la cour d'hiver. Et ce qui se passe en fait c'est que Calique a toujours voulu tout faire pour se démarquer sans user justement de sa position au final de princesse puisque de toute façon le roi ne veut pas la reconnaître et donc elle a fait en sorte de faire partie des plus forts lors d'une formation qui fait qu'ensuite à la fin on a des affectations pour avoir certains métiers tels que je ne sais pas moi, garde du roi, c'est un exemple. Et ce qui se passe c'est qu'à la fin il y a une espèce de cérémonie qui va faire en sorte de savoir quelle est sa position dans le classement. Et lors de cette cérémonie, un espèce de serment est prononcé. Et justement, quand Calique a prononcé le sien, eh bien l'autre monde, qui est le monde ancestral des Fae, s'est effondré. Elle est donc accusée, mais surtout, elle est la seule à connaître l'identité de la personne qui en est responsable. Et pour connaître ce secret, ou alors la faire taire, beaucoup de personnes sont prêtes à tout et vont se mettre à la poursuivre. Parmi eux, l'homme pour qui elle a toujours eu des sentiments non partagés. Calique ne va pas avoir d'autre choix que de s'enfuir afin de préserver sa vie et son peuple. Alors c'est une histoire pour laquelle j'avais beaucoup d'attentes mais j'ai mis 4 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouve que ça manquait de développement sur un petit peu tous les points, que ce soit l'histoire des personnages, leurs relations et même le système magique. Et bon, j'ai bien aimé quand même l'intrigue, ce qu'on a pu découvrir par rapport à l'identité des personnes, les complots, le côté politique, mais je trouvais que c'était un petit peu en surface en fait. Et pour ce qui est de ce tome 2, j'ai l'espoir d'avoir des réponses à certaines de mes questions. Alors ce livre n'est pas présenté comme étant du young adult. Si je devais donner un âge de lecture, je dirais 15 ans peut-être, 15-16 ans. Pourquoi? Il y a un humour assez graveleux. Mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai lu que le tome 1 donc je ne sais pas pour la suite. En tout cas ce sont des lectures plutôt courtes. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même une lecture que j'ai trouvée très sympa. Et entre deux univers un peu plus soutenus, ça se lit très facilement. Je suis très curieuse pour ce qui est de la suite pour voir si justement on a un approfondissement de tous les manques que j'ai pu avoir dans le tome précédent. Ensuite, alors là pour moi on est totalement dans le contexte automne-hiver. Les suites de la saga d'Oren, j'aimerais bien enchaîner, d'ailleurs peut-être que ces deux-là je les enchaînerai parce que d'après beaucoup d'avis que j'ai pu voir, apparemment c'est assez complexe de ne pas avoir envie de tout de suite connaître la suite entre le 2 et le 3. Donc très curieuse par rapport à ça et c'est publié chez Hugo. Alors le 1 j'avais mis 4 sur 5, pourquoi? Là par contre c'est minimum new adulte, donc pour les adultes, 18 ans, public averti, il est question de sujets tels que les agressions sexuelles, les viols, il y a de la violence aussi, manipulation psychologique, donc il faut vraiment faire attention. Pour ce qui est du 1, pourquoi j'ai mis 4? Parce que en soi j'étais pas mal stressée tout le long par rapport aux événements qui ont eu lieu, puisque je vous le dis, les trigger warnings ça se passe dès le 1 et pour le coup je ne sais pas s'il y en a autant dans la suite. J'ai cru comprendre qu'il y en avait toujours mais que c'était différent et que la suite justement ne faisait que s'améliorer et que c'était beaucoup mieux que le tome 1. Et pour vous parler un petit peu de la saga d'Oren, c'est une réécriture du mythe du roi Midas. Ce qui se passe, c'est que nous suivons le personnage d'Oren qui, lorsqu'elle avait 15 ans, a été recueillie par le roi Midas qui change tout en or. Son château est complètement en or, du sol au plafond,
tous les éléments. Et pour la protéger de tout et de rien, Oren est placée dans une cage. Et elle éprouve pour Midas un amour sans limite. Jusqu'au jour où une guerre menace le royaume de Aibel. Et pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord au détriment d'Oren. Ce qui déclenche une espèce de remise en question. Est-ce que Midas est vraiment celui qu'elle connaît? Est-ce que tout ce qu'elle pensait sur lui s'avère être faux? Voilà, donc pour le coup, comme je vous l'ai dit, il y a certains éléments qui contribuent au trigger warning, qui m'ont mis mal à l'aise dans la lecture. Par contre, tout ce qui est politique, évolution du personnage d'Oren et intrigue, complot, tout ça, ça m'a énormément plu et les révélations qu'on a pu avoir me donnent extrêmement envie de lire la suite, surtout qu'au final, je savais pas à la base, mais il y a même des faillets qui arrivent dans l'histoire, donc à voir ce qui se passe au fur et à mesure de la série. Et je suis très intriguée parce qu'en plus, le royaume de Aibel dont je vous ai parlé, il y a plusieurs dirigeants. Je crois qu'il y a, il me semble qu'il y a 6 territoires différents, si je ne me trompe pas, et que Midas est le roi du 6e... Je sais plus, ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a plusieurs territoires, ce qui fait qu'il y a pas mal de conflits, de tensions entre les différents dirigeants, et tel roi va avoir telle réputation, ou alors on va parler de telles mœurs. Enfin, cet automne, j'aimerais donc lire Glint puis Gleam, si ce n'est pas au mois de septembre là, parce que bah du coup ça m'enlèverait totalement une série en cours. Et on va avoir le prochain tome, Glow, qui va sortir peut-être en octobre il me semble, donc en plus si je le lis pour le mois de septembre je suis bien. Ensuite, pour quand même déroger à la règle, je vais vous présenter des tomes qui ne sont pas des tomes 2 ou des tomes 3. J'aimerais énormément commencer mon chouchou, qui sera peut-être pas du tout mon chouchou si jamais je suis déçue. La Cité de Jade, le tome 1, écrit par Fondali et publié chez De Saxus, je vous l'ai dit plusieurs fois précédemment. C'est un livre que j'attendais avec impatience, j'avais extrêmement envie de le lire avant qu'on apprenne qu'il sera traduit en français. Mais j'avais pas envie de le lire en anglais, donc quand j'ai appris que De Saxus allait le traduire, eh bien... j'étais en joie. Alors je vous le montre également, il ressemble à ceci, j'aime pas trop la couverture. Et là voici sous la jaquette. Alors moi j'ai eu un défaut de fabrication, je sais pas si vous allez voir mais ici, sauf que j'ai tellement la flemme de l'échanger pour ça. Normalement je l'aurais fait mais là j'ai vraiment pas la foi. En plus ça arrive toujours avec les livres où je me dis ah je veux trop que ce soit un coup de cœur. C'est toujours celui que je reçois avec des défauts. Faut savoir que ça m'arrive très souvent. J'ai eu moult péripéties quand je précommande les livres. Donc en principe j'essaie de pas les précommander. Mais là je l'avais fait. Donc voilà, tant pis pour moi. Et à l'intérieur vous avez une carte dont je ne suis pas fan. Mais étant donné que c'est de l'urban fantasy, ça, ouais, ça fait très urbain comme carte. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, pour vous faire un résumé de la Cité de Jade, que j'espère être un 5 étoiles, et je dis bien minimum, mais bon, c'est quand même un tome 1, donc ça reste introductif normalement. Alors, la famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Notre histoire se déroule dans la ville de Janloon. C'est la capitale de la ville de Kekon, sauf qu'il y a un problème sous-jacent. C'est qu'elle se déchire dans un affrontement qui a lieu entre 2 clans rivaux. Ceux-ci sont en conflit par rapport au contrôle de la Cité de Jade. C'est une pierre précieuse et magique qu'on trouve seulement dans les mines de l'île. Et elle permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Notre histoire se déroule lorsque le chef du clan Sansim décide de se retirer et de choisir l'un de ses héritiers pour accéder au pouvoir. Sauf que leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir certains quartiers. Et à cette occasion s'accaparer le marché du jade. Malheureusement, une drogue puissante se propage et permet à quiconque, même un étranger, de pouvoir se servir de la magie du jade. Résultat, la tension qui couve entre les 2 clans explose en une violence sans précédent. Donc voilà, on parle de jeu politique, trahison, argent et pouvoir, et il est question de savoir ce que l'issue de cette guerre déterminera du sort de tous les guerriers du Jade et de l'île elle-même. Je suis déjà à fond dedans avant de commencer, donc on est sur de l'urban fantasy asiatique. J'ai tellement envie de le lire, je l'attendais trop. Bon, le seul souci c'est que du coup on sait pas quand est-ce que le tome 2 sortira, mais j'ai quand même prévu de le lire cet automne. Et donc voilà,
très hâte de m'y plonger, mais j'ai quand même envie de terminer certaines séries avant, ou alors d'être au moins un jour, sûrement avec les précédents livres que je vous ai montrés. Ça sort de l'ordinaire, ça a l'air super original et j'ai trop hâte. Ensuite, pour continuer à être à jour, puisque bon, j'étais pas en retard par rapport à cette série, le tome 3 du sang et la cendre, la couronne d'os doré, on reste chez De Saxus, et là c'est écrit par Jennifer L. Armentrout. Alors, pour ce qui est du sang et la cendre, j'ai un rapport un peu spécial avec cette série. Dans le sens où, pour ma part, je trouve qu'elle est un petit peu survendue. Mais en même temps, quand on la lit, c'est assez addictif pour qu'on ait envie d'en découvrir toujours plus, malgré les longueurs que personnellement je trouve inutiles. Et les remises en question constantes, les ruminations de Poppy, qui sont parfois tellement agaçantes en fait. Donc voici le tome 3. Malheureusement j'ai entendu dire qu'il était extrêmement mal traduit. Apparemment c'est limite littéral et ça en devient parfois incompréhensible, enfin ça n'a pas de sens. Donc je ne sais pas ce que cette lecture va donner, mais je suis assez curieuse par rapport à la fin du 2. En fait ce que je reproche au sang et la cendre, c'est qu'à chaque fois on a des passages qui ne servent à rien, qui rallongent le livre plus qu'autre chose, et tout se passe à la fin du livre. Ça m'a fait ça avec le 1, parce que j'ai trouvé que la fin du 1 donnait extrêmement envie d'avoir la suite. Et la fin du 2, exactement le même système. Donc je trouve ça dommage étant donné qu'il y a d'autres séries que j'ai adorées de la même autrice. Enfin, souvent j'aime beaucoup le début, puis ensuite ça s'essouffle un petit peu. Là, pour le coup, je suis un petit peu déçue que ce soit toujours ce même plan au niveau de l'histoire. Donc je vous montre à quoi il ressemble. Je déteste la couleur du livre, j'aime pas du tout le mélange moutarde ketchup. Donc, il est donc jaune moutarde avec les dorures rouges. Et on a la suite, mais je crois que c'est le premier tome du spin-off. J'ai pas trop compris en fait l'ordre de lecture de cette série, enfin de cet univers, mais d'après ce que j'ai compris, par contre, De Saxus va faire en sorte de publier dans le bon sens de lecture les livres. Donc il me semble que celui qu'on va avoir au mois de novembre, c'est celui qui est à lire après le tome 3 de la série principale, et je crois, si j'ai bien compris, que c'est le tome 1 du spin-off, et ça sort normalement en novembre. Donc comme ça je continuerai à être à jour, puis en plus le sang et la cendre, on est totalement dans le délire automne. Nous suivons donc le personnage de Poppy qui depuis la naissance a été élue comme étant la pucelle. Elle a donc jusqu'ici vécu une vie qui n'a jamais vraiment été la sienne. Lorsqu'elle était jeune, ses parents ont été tués et elle a donc grandi en étant recluse, isolée des autres, surprotégée, et elle attend maintenant le jour de l'ascension. L'avenir entier du royaume repose sur ses épaules, sauf qu'elle n'est pas sûre d'avoir envie de tenir ce rôle. Elle aspire à combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et un jour, on assigne à sa garde Hawk, qui va remettre en question tout ce qu'on lui a appris. Et il représente également la tentation de l'interdit. Et bien sûr, la menace d'un conflit entre les deux royaumes ne fait que grandir. Donc voilà. Le tome 1, je dirais que jusqu'ici, c'est celui que j'ai préféré sur la lecture des deux que j'ai déjà faites, que vous pouvez voir juste ici. Mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses qui clochent un petit peu dans la série. Si je devais là d'emblée donner une note, je donnerais 3,5 parce que je trouve beaucoup de défauts, mais en même temps, j'accroche assez pour toujours vouloir connaître la suite. Voilà, je suis mitigée sur cette série. Et pour le coup, j'ai vraiment l'espoir que cette fois-ci, dans ce 3e tome, il se passe des choses. Parce qu'à chaque fois, il se passe des choses à la fin. Et puis ensuite, lorsqu'on démarre le tome qui suit, ça redevient plat. Mais il faudrait peut-être bouger un petit peu parce qu'on apprend quand même certaines choses. Il y a des éléments que je suis sûre d'avoir devinés et je me dis mais quand est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce que écouter Poppy se demander 150 fois si elle aime vraiment Hawk ou si alors ce qu'elle fait c'est bien, enfin c'est chiant, c'est vraiment chiant. Je pense qu'il serait sage de lire le 2e tome du Chant des Sans-Repos qui est Saison d'orage et de silence, écrit par Roseanne Hart Brown, toujours chez De Saxus. Voilà à quoi ressemble le tome 2, il est juste horrible, c'est quoi ce carré, vraiment ça a été fait beat def comme dirait l'autre. Et donc pour ce qui est du 1, j'avais mis 4 sur 5,
Ce qui me dérange dans le chant des sans-repos, faudrait peut-être que je fasse un résumé avant. On a deux points de vue, Malik et Karina. Ce sont des personnages qui sont aux antipodes. Malik, lui, a fui la guerre afin de pouvoir mener une vie un petit peu plus tranquille avec ses sœurs en se dirigeant vers la capitale de Ziran. Sauf qu'un esprit vengeur kidnappe sa petite sœur et pour pouvoir la sauver, il lui donne une mission. Tuer la princesse Karina. Karina, de son côté, n'en a rien à faire de son statut de princesse, jusqu'à ce qu'un événement tragique survienne et la plonge dans un chagrin inconsolable, qui va d'ailleurs créer un remous dans son entourage. Elle va découvrir l'existence d'une magie ancienne qui pourrait être sa solution afin de faire en sorte que les choses reprennent leur cours comme avant. Le festival de Solstasia est sur le point de commencer et les routes de Malik et Karina vont se croiser. Est-ce qu'ils seront prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver ceux qui leur sont chers? Voilà, donc le résumé donne extrêmement envie. J'ai oublié une petite précision. Pour le sang et la cendre, moi je dirais que c'est minimum new adulte puisqu'il y a quand même beaucoup de smut et que je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance assez sombre. En tout cas pour moi il faut avoir un certain recul. Par contre ici on est sur du young adulte. Voilà, je voulais faire ma petite aparté. Donc ce que j'en ai pensé, j'ai mis 4 sur 5 mais quand je prends du recul justement sur la lecture de ce premier tome, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangée. Par exemple, je n'ai ni aimé Karina ni Malik. Je trouve qu'ils ont des personnalités qui font que je ne m'attache pas à ce type de personnage lorsque je lis un livre. Karina, je la trouve assez imbue de sa personne et j'aime pas trop son tempérament, et Malik je le trouve trop faible à chaque fois. C'est pas forcément censé être un défaut, c'est juste que pour moi, vu son objectif, il devrait quand même être un petit peu moins froussard. À force ça m'a un peu fatiguée parce que c'est vrai que je vous l'ai déjà dit je crois, mais j'ai vraiment un penchant pour soit les personnages qui ont de belles évolutions, donc qui peuvent partir d'un Malik et devenir un peu plus confiants pour pouvoir arriver à leurs objectifs, ou alors j'adore les personnages qui ont justement un certain caractère, une certaine combativité et c'est pas le cas. Alors Karina a du caractère mais elle est plutôt exaspérante, donc pour le coup c'est pas un bon exemple. Et hormis ça, l'univers a un très gros potentiel, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était description, j'ai été immergée complètement dedans, et l'intrigue a un certain intérêt, mais je trouve que le comportement de nos personnages gâche ce côté-là. Pour l'instant, j'attends de voir, puisque c'est une duologie, c'est pour ça que je vous dis que ce serait raisonnable que je le lise cet automne. J'attends de voir s'il y a un truc en plus qui va advenir, qui va faire que je vais changer d'avis, parce qu'en fait c'est soit le 2 sauvera le 1, soit tout le contraire. Je vais donc vous présenter l'avant-dernier livre. C'est même pas sûr que je lise tout ça, hein. Vous attendez pas à ce que j'ai le temps. C'est donc le tome 2 de Perles et de Corail, le lien de sang. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et je me dis, comme j'ai lu très récemment au mois de juin, ce serait une bonne idée pendant le mois de septembre de terminer la série. Voilà à quoi ça ressemble, et pour vous faire un résumé, je vous en ai déjà fait précédemment mais là je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. En gros, à chaque génération, le prince du puissant royaume d'Ilara épouse la plus belle fille du village de Varenia. C'est une tradition. Et nous avons deux jumelles au début de l'histoire, Nor et Zadie, ce qui fait que ça pourrait compliquer les choses pour le choix de la plus belle des deux. Sauf que lorsqu'elles étaient plus jeunes, il y a eu un accident qui a fait que Nor en est ressortie avec une cicatrice, ce qui, par élimination, faisait que Zadie était la plus belle des deux. Nor a toujours aspiré à une vie en dehors de Varenia, qui est un village totalement sur pilotis. Elle a l'envie d'être sur la terre ferme, de voir plein de choses. Et ce qui se passe, c'est que son souhait va être exaucé, étant donné que par rapport à certaines circonstances, Zadie va être blessée et ils ne vont pas avoir d'autre choix que de faire partir Nor à sa place, qui va devoir endosser son identité. Sauf qu'une fois que Nor arrive à la capitale, elle déchante complètement, c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, et son fiancé, le prince Seren, est totalement froid et lugubre, tout comme son château. Et de plus, elle va découvrir qu'il pourrait nourrir des projets qui mettraient en danger son peuple. Nor va donc ne pas avoir d'autre choix que de continuer à s'acclimater aux coutumes afin de garder son secret et de pouvoir avoir une chance de sauver les siens.
J'ai adoré. Alors ça prend son temps, voilà, on a une très grosse introduction de l'univers, des coutumes, des traditions dans le tome 1, sauf qu'une fois qu'on passe tous ces éléments là, qu'on a bien tout intégré, et bah c'est vraiment prenant, j'ai adoré, j'avais envie d'en découvrir toujours plus puisque c'est le cas, on découvre pas mal de choses et du coup il y a un côté politique dans cette histoire. On a une petite romance qui est secondaire et à laquelle j'ai pas accroché. Personnellement, j'y crois pas trop à la romance. On verra dans le tome 2 ce que ça va donner, mais j'étais pas super fan dans ce tome 1. Mais en dehors de ça, même s'il y a des éléments que j'ai trouvé un peu prévisibles, ça m'a pas dérangé dans la lecture, j'ai quand même passé un très bon moment et j'ai très envie de voir ce qui va être fait dans ce deuxième tome. Donc hâte de commencer ça. Pour terminer, le troisième et dernier tome de la série The Cursebreakers, un serment si noble et funeste écrit par Brigitte Kemmerer. J'ai oublié de dire, à chaque fois j'oublie, le tome précédent était publié chez Amartine Fiction, ici c'est chez Rajo. Pour cette série, j'ai adoré le 1 qui a été un 5 sur 5. Le 1 est une réécriture de La Belle et la Bête, mais c'est une très bonne réécriture parce que c'est vrai que c'est pas mal fait quand même dans la fantaisie des réécritures de ce conte. Et parfois ça peut être plus ou moins décevant, mais là c'était super bien pensé et génial. Et donc à chaque fois on a deux points de vue. Je ne sais pas pour ce troisième tome étant donné que je ne l'ai pas encore lu, mais dans le premier nous suivons les personnages d'Harper qui est la jeune femme en charge de briser la malédiction et le personnage de Ren qui est le prince maudit. Je vais vous faire un résumé juste après. Et dans le tome 2 on a d'autres points de vue, le point de vue de Grey qui était le capitaine de la garde il me semble si je ne me trompe pas, en tout cas c'était le bras droit de Ren. Et un autre personnage que je vous laisserai découvrir. J'aime beaucoup les titres des livres de cette série que je trouve très sympa. Bref, ce qui se passe c'est que l'histoire démarre à Washington où nous rencontrons le personnage d'Harper qui a un handicap et en fait un soir elle tombe sur un homme en train de kidnapper une jeune femme. Elle décide de s'interposer, sauf que les choses devenant assez compliquées, l'homme en question prend une décision. Il laisse la jeune femme et prend Harper. Elle bascule dans un univers parallèle dans le royaume d'Umberfall où elle rencontre le prince Ren dans un magnifique château, sauf que tout ça semble être coincé dans un automne éternel. On lui explique son rôle qui consiste à briser une malédiction. Elle découvre que certains villageois ont été décimés par une bête sanguinaire, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette bête, c'est Ren. Le 1, j'ai trouvé que tout était extrêmement bien dosé, j'avais adoré les deux protagonistes, Ren et Harper, j'avais beaucoup aimé ce qui avait été fait du conte de base, l'univers, les moments d'action, l'intrigue. Pour ce qui est du tome 2, j'ai mis 4 sur 5. Tout le long j'avais vraiment bien aimé, alors c'était pas aussi prenant que le tome 1 puisque c'était autre chose, là on est... Non, j'allais spoiler, je vais pas dire sur quoi on était, mais on n'était pas dans le même contexte. Et par contre, j'avais été déçue des deux dernières pages. J'avais eu le pressentiment au tout début du livre, ça s'est avéré être ce que je pensais à la fin. Et ça m'a un petit peu déçue parce que j'ai eu un sentiment de retour en arrière, donc j'étais pas en capacité de commencer tout de suite le tome 3. Sauf que là, je me dis, bon bah comme ça, j'aurais terminé la série, donc j'ai bien envie de le faire maintenant. Sur ce, nous voici à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous retrouvez certaines lectures que vous avez déjà aimées ou vous aussi certains de ces livres vont faire partie de votre palle cet automne. J'ai pas mal de taf comme vous pouvez le voir pour réduire ma pile à lire, sachant que je ne suis pas sûre de vous avoir présenté la moitié des livres que j'ai à lire. Je sais pas comment je vais m'organiser. Comme j'ai dit, je pense que je vais prioriser ceux qui sont des duologies. Il y a d'autres livres que je vous ai pas présentés parce que c'est plutôt un mood. Même si, bon, de Perles de Corail, je trouve que ça fait très été, mais c'est plutôt des moods qui appartiennent à d'autres saisons. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!